Ça fait 1 an et demi qu'on fait ça. On a commencé en organique, donc c'était moi tout seul qui faisais des petites vidéos, etc. Donc simplement moi-même, sans faire de la pub et en closant moi-même, on pouvait facilement aller faire des mois à 15-20 000 euros dans ce truc-là. Et puis on a fait du ads et là depuis 1 an, je peux te donner une fourchette moyenne de ce qu'on gagne par mois. Les premiers mois, en 1 an, on faisait facile du 30, 40, 50K. Et là, on est systématiquement dans du six figure, donc on est entre 100 et 200 K depuis plusieurs mois, avec une belle moyenne de 150 bien constante, ça n'a jamais vraiment baissé. Et l'objectif, avec tout ce qu'on met en place, j'ai vraiment confiance et j'ai aucun doute qu'on va pouvoir atteindre les 300K facilement avant le mois de juin. Mais globalement, ouais, on fait entre 100 et 200. On dit souvent, l'environnement est toujours plus fort que l'individu, donc ça c'est super important de se créer un environnement propice à ça. Et je te rejoins là-dessus, l'Europe, pour moi, même la France, je me sens pas forcément dans l'environnement le plus propice, en tout cas pour évoluer, etc. Maintenant, je vois ça comme un incubateur en fait Dubaï, en termes de réseau, en termes de business, en termes de croissance. Je vois ça même comme un investissement, tu vois. Le fait d'avoir peut-être un train de vie plus cher, c'est ce qui va aussi me conditionner à faire plus d'argent. Tu sais, tu vas arriver là-bas, peu importe ce que tu fais, que tu fasses, généralement, tu fais entre 30 et 100 000 euros par mois. Tu arrives là-bas, t'es le plus pauvre à la table et c'est bien parce que tu vois, ça te met dans une position où tu vas aller cravacher encore plus. Donc, encore une fois, ça dépend, tu sais, dans quel timing t'es. Il y en a qui veulent scaler, mais se retirer un peu de l'opérationnel sans forcément travailler plus. Il y en a qui sont dans une optique de scaler pour aller encore plus loin. Moi, je suis dans cette deuxième option, tu vois, dans cette optique d'hyper-croissance. Et je pense qu'aujourd'hui, Dubaï, tu vois, c'est l'endroit le plus propice à ça. Et franchement, ce gap entre 30 et 100K, il est hallucinant. Ça se passe en 2 mois. C'est juste que pour que ça se passe, c'est compliqué. Il y a des problématiques. Comme je dis, notamment la qualité du produit. Et dans un second temps, trouver les équipes, trouver les éléments. Et puis derrière, qu'est-ce qui en découle? Il faut trouver la source d'acquisition. Nous, on est allé sur des ads et on faisait de l'organique avant. Mais après, il faut aussi faire des ads. Il faut être bon en ads. Et puis là, on se rend compte qu'on peut être meilleur et qu'on peut s'améliorer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ensemble aujourd'hui dans un nouvel épisode du Scale Podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un très très bel invité qui nous vient tout droit de Belgique et de Thaïlande à la fois. Brian, comment vas-tu? Comment est-ce que tu vas? Ça fait plaisir d'être avec toi. Ça va super, je me sens bien. Comme je viens de te dire, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est la première fois que je fais un podcast sur ce type de plateforme. Malheureusement, on n'a pas pu se voir parce que je crois que c'est en France. Mais sinon, ça aurait été avec grand plaisir qu'on se voit dans un studio, mais c'est parfait ici aussi. Voilà. Exactement, c'est vrai que c'est plus sympa en physique, mais c'est une bonne alternative en Zoom et comme ça, Ouais, c'est bien. on ne procrastine pas, comme on dit. Ouais, exactement. donc voilà. Bah écoute, ce que je te propose dans un premier temps, Brian, c'est peut-être que tu nous dises un petit peu qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, quel a été ton parcours, et puis pour te découvrir un petit peu plus. Ok. Bah écoute, je sais pas par où je dois commencer parce que j'ai un grand parcours, mais au pire tu me coupes ou tu rebondis. Par où tu le sens. Mais je vais expliquer globalement. Je vais essayer de prendre la partie la plus intéressante, la partie un petit peu entrepreneuriale. Mais globalement, alors comme on l'a compris, je viens de Belgique. Moi, à l'origine, j'ai fait des études en business, marketing, communication multilingue et tout ça. Donc j'ai été un petit peu baigné dans le business et le marketing déjà depuis mes études. J'ai fait un bachelier d'abord en Belgique, puis j'ai fait un master à l'UNIF qui m'a permis beaucoup de voyager justement et de découvrir de nouvelles cultures. On en parlait aujourd'hui, je suis en Thaïlande, etc. J'ai toujours aimé voyager. Et je ne savais pas trop quoi faire à l'époque, mais j'ai toujours su pendant mes études que je voulais être entrepreneur, entreprendre. Et naturellement, depuis mon enfance, j'entreprends. C'est-à-dire que même quand j'avais 16 ans, je me rappelle l'époque de Snapchat, etc., quand il n'y avait rien d'autre que Snapchat, je faisais déjà des vidéos marrantes, je faisais des trucs et je vendais des trucs à travers ma communauté. J'étais déjà un petit peu comme ça. Et puis, durant mes études, j'ai eu la chance de commencer vraiment à entreprendre pour de vrai. Et j'ai lancé une entreprise en Belgique avant le Covid-19. Et c'était une entreprise où je proposais des QR codes dans les établissements type restauration, bar, etc. On allait peut-être aller dans les boîtes de nuit, etc. Pour justement accéder au menu des établissements et pouvoir commander via ces menus et payer directement en ligne, etc. Quelque chose qui aujourd'hui se fait beaucoup et ça se voit beaucoup. Donc, c'était mon premier business que j'ai fait en Belgique. Puis, je me suis très vite barré et bon, cette expérience n'a pas abouti. Enfin, c'était une super expérience. C'est ce que j'allais te demander, ouais. C'est ça, l'entreprise. Ouais, dis-moi. Ben, l'entreprise a bien fonctionné. J'ai fait des erreurs, mais ça s'est revendu. Ça a fait de l'argent, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, pendant cette aventure, j'ai pas gagné de l'argent, j'ai surtout gagné en maturité, en expérience. Parce que je me suis mal associé, j'ai pas gagné d'argent, mais le truc a fonctionné. D'ailleurs, c'est revendu et ça fonctionne aujourd'hui en Belgique. C'est plus le même nom. Mais c'était Wizo Technologies. Donc si on cherche sur Google, on pourrait trouver. Et voilà, donc j'ai fait ça.
Et ça a bien fonctionné. C'est là où j'ai compris que c'était là ma place. Enfin, j'ai toujours su que je voulais travailler pour moi. Et puis, j'ai switché. Après cette expérience, j'ai réalisé une chose, c'est que je voulais être libre. Et que l'entrepreneuriat, ça ne te permet pas forcément la liberté. Et du coup, il fallait que je réfléchisse à des business, parce que toujours, je voulais toujours être entrepreneur, mais des business qui pouvaient me permettre d'être où je veux et de ne pas être bloqué par quoi que ce soit, par aucune contrainte. Et c'est là où j'ai décidé de me. Et pour faire bref le parcours, du coup, il y a plein de choses qui se sont passées, mais c'est là où j'ai décidé vraiment de me focus uniquement sur le business en ligne. Et j'ai testé plein de choses, et aujourd'hui, on va probablement en parler. Je me suis retrouvé aujourd'hui à être infopreneur, donc je vends des formations, notamment dans le closing et dans le setting. Aujourd'hui, c'est mon business principal, même si je suis passé par d'autres étapes. C'est ce qui me fait vivre, c'est le premier business qui me fait vraiment gagner de l'argent et qui tourne depuis bien longtemps. Et voilà un peu mon parcours en grande ligne. Voilà par où je suis passé. Ok, ok, ça marche. Déjà, félicitations pour le fait d'avoir revendu ta première entreprise parce que c'est vrai Ouais, que on parle pas souvent, mais faire des exits, c'est compliqué, c'est pas ce ouais. qu'il y a de plus simple. Donc félicitations, même si voilà, j'imagine que c'était pas non plus une licorne, mais franchement, c'est déjà très très bien. Donc félicitations pour ça. Petite question, qu'est-ce qui t'a fait choisir la Thaïlande? Parce que c'est vrai que j'ai été plusieurs fois en Thaïlande, j'ai même failli m'installer aussi là-bas. Ouais. Euh, du coup, je l'ai pas fait, mais qu'est-ce qui t'a fait choisir du coup la Thaïlande? Moi, ça m'intéresse d'avoir Ok. ton avis là-dessus. Et pour être sûr, toi actuellement, tu es en France alors? Je suis en France et là, je vais donc du coup dans 2 semaines m'expatrier à Dubaï. Ok, bah je serais Je fais le curieux de choix de voir Dubaï. pourquoi tu t'expatries à Dubaï alors du coup. Avec grand plaisir. C'était un choix aussi. Alors, j'ai voyagé, comme je le disais, beaucoup durant mes études. Et c'est durant les voyages dans mes études que j'ai réalisé que je ne peux plus vivre en Belgique. Et puis par la suite, j'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre en Europe. Et c'est vraiment en voyageant que j'ai pris ce goût de l'étranger. Et pourquoi la Thaïlande? Bah, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs pays. Et ce que je retrouve en Thaïlande, c'est tout simplement tous les critères que moi je m'impose et qui me permettent d'être heureux. C'est-à-dire que moi, ce qui est très important dans la vie, ça va être la sécurité. Je le retrouve en Thaïlande Mhm. 4000%, surtout à Bangkok. Ça va être les impôts, les taxes, etc. En tant qu'entrepreneur, ben, je vais évidemment essayer de faire le maximum pour avoir une belle situation fiscale pour pas par exemple si tu vis en Belgique ou en France tu dois remettre plus de la moitié de ce que tu gagnes, c'est pas le but. Donc pour moi c'était les impôts, le niveau de sécurité, le fait d'être dans un pays où où tu as un bon moral parce qu'en fait il fait beau toute l'année. Donc moi le fait qu'il fasse chaud c'est extraordinaire. Et pourquoi la Thaïlande précisément? C'est qu'en fait en Thaïlande je peux retrouver absolument tout ce que je peux retrouver dans le monde. C'est-à-dire que j'ai la plage, j'ai la big city à Bangkok et j'ai la montagne. Donc tout ce que je peux retrouver dans le monde, je peux le retrouver dans un même pays également qui est la Thaïlande. Donc il y a ça qui est très important pour moi. Également dans ce même point, je vais regrouper tout ce qui est la culture, le respect des gens, la bienveillance, comment ils sont chaleureux avec toi et comment ils t'accueillent dans le pays. Pour moi, c'est très important parce que quand je me lève le matin et que je vais chercher mon café, quand je vois quelqu'un qui me sourit, qui est tout le temps comme ça avec un grand sourire Ça va les et rats. et que c'est ça, ouais, ça va des crapes, et que en plus j'ai le soleil, on voit j'ai le soleil en pleine figure. Toutes ces choses vont impacter sur mon moral. Si j'ai un bon moral, je vais être heureux, puis je vais être productif au boulot. Donc il y a ça. Et enfin, dernier point, le niveau de service. C'est qu'en en tant qu'entrepreneur, tu dois le savoir, et tu vas retrouver ça à Dubaï, c'est que le niveau de service, avoir tout de suite, rapidement, et comme tu le souhaites, à un point vraiment avancé, ben, ça te fait gagner du temps et de l'énergie dans ta vie d'entrepreneur. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, il y a des services où si j'appuie sur deux boutons ici, via une application, on vient toquer à ma porte pour récupérer mon sac de linge et on me le rapporte 2 heures plus tard en express, tout repassé, plié, tout. Toutes ces choses qui font que la vie est plus douce, le niveau de service est extrêmement élevé. Et qu'est-ce qui va avec ce niveau de service? C'est le rapport qualité-prix. Voilà pourquoi je n'ai pas choisi Dubaï. C'est qu'en fait, la vie que je mène ici, si je voulais la vivre dans un pays comme Dubaï, ça me coûterait 3 fois plus cher. Donc en fait, voilà pourquoi aujourd'hui je me retrouve en Thaïlande. Ok, eh ben écoute, je suis aligné, c'est marrant parce que je suis aligné avec tous les points que tu viens de citer. Je pense que d'ailleurs c'est peut-être pour ça que j'ai aussi hésité avec la Thaïlande. Pour te donner du coup mon avis si tu veux sur Dubaï, pourquoi j'ai choisi Dubaï? Alors déjà, je suis 100% aligné avec tous les points que tu viens de dire. Euh, Dubaï, c'est un petit peu en fait la même chose, c'est les mêmes critères. La seule chose qui va changer, comme tu l'as dit, c'est le coût de la vie, etc. Euh, et c'est juste une question de choix. Pourquoi j'ai choisi Dubaï? Parce que, euh, selon moi, aujourd'hui, c'est
je pense, après c'est que mon avis, mais l'endroit numéro un dans le monde aujourd'hui en termes de place pour le business. Ok. Ouais. Euh, Tu peux en faire partout du business. Hein. Bangkok, c'est incroyable aussi pour ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi pour y avoir été. Des gros entrepreneurs, même comme Théophile Hélier, etc. Il y a une bonne communauté aussi francophone. Mais tu sais, on dit souvent l'environnement est toujours plus fort que l'individu. Donc ça, c'est super important de se créer un environnement propice à ça. Et je te rejoins là-dessus. L'Europe, pour moi, même la France, je me sens pas forcément dans l'environnement le plus propice, en tout cas pour évoluer, etc. Maintenant, je vois ça comme un incubateur, en fait, Dubaï, en Ouais. termes de réseau, en termes de business, en termes de croissance. Je suis d'accord avec toi. En fait, je vois ça même comme un investissement. Tu vois, le fait d'avoir peut-être un train de vie plus cher, c'est ce qui va aussi me conditionner à faire plus d'argent. Tu sais, tu vas arriver là-bas, euh, peu importe ce que tu fais, que tu fasses généralement, tu vois, tu fais entre 30 et 100 000 euros par mois. Bah, tu arrives là-bas, tu es le plus pauvre à la table. Et c'est bien parce que tu vois, ça te met dans une position où bah, tu vas aller cravacher encore plus. Donc, encore une fois, ça dépend, tu sais, dans quel timing tu es. Il y en a qui veulent scaler, mais se retirer un peu de l'opérationnel sans forcément travailler plus. Il y en a qui sont dans une optique de scaler pour aller encore plus loin. Moi, je suis dans cette deuxième option, tu vois, dans cette optique de vraiment de croissance, d'hyper croissance. Et je pense qu'aujourd'hui, Dubaï, tu vois, c'est l'endroit le plus propice à ça. Même si j'adore la Thaïlande, même si je ne vais pas rester toute l'année à Dubaï pour autant. Mhm. Et tu vois, j'aime bien dire, en fait, c'est un choix, mais c'est pas héréditaire. Aujourd'hui, tu peux choisir d'habiter aujourd'hui à Dubaï, puis demain à Bangkok. C'est Ouais. juste des timings de vie, et puis l'un n'empêche pas l'autre. Je suis assez d'accord. Donc, Bah, du coup, je suis voilà par assez rapport à ça. d'accord sur tout ce que tu viens de dire, hein. Dubaï était un choix également. Je suis assez d'accord sur le point de l'hypercroissance, l'entourage, le network. Bien sûr, entre la Thaïlande et Dubaï, j'ai des connexions, je connais des gens avec qui je peux travailler potentiellement, ou même des gens que je connais. Et c'est sûr que pour ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Et ça peut être aussi un point d'entrée. Tu vas 1 ou 2 ans à Dubaï, ça peut être vraiment le boost pour après être lancé dans tous tes projets. Donc ça, c'est sûr, je rejoins. Donc ouais, pour moi, c'est pas mieux ou moins bien. C'était un très bon Exactement, choix. Donc c'est je différent. recommande Dubaï ou la Thaïlande, quoi qu'il arrive, pour tous les entrepreneurs. C'est Carrément, sûr. carrément, carrément. Brian, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur ton activité principale? Donc Freedom Labs, on en voit partout. Moi, pour Ouais. travailler avec des setters, il y en a beaucoup qui viennent bah, de chez toi. Euh, qu'est-ce que c'est Freedom Labs en quelques mots, si tu peux le Ouais. expliquer succinctement, et puis comme ça, on va pouvoir rentrer un petit peu plus en détail à travers ça. Yes, exactement. Alors le Freedom Lab, c'est la suite, la continuité de ce que j'étais. Donc moi, la première activité réellement, j'avais pas encore lancé mon entreprise, mais la première activité en ligne qui m'a permis justement de venir en Thaïlande, ça a été le closing. Donc moi j'ai un peu closé et j'avais aussi un petit peu ce truc dans l'âme d'être closer. Donc j'étais moi-même closer. Et en fait, en closant pour des gens, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment une opportunité de fournir, de créer, de former et de proposer des setters closers sur le marché parce qu'il y a une demande très élevée, mais il y a très peu de personnes compétentes pour devenir setter closer. Et c'est là où j'ai lancé le Freedom Lab, où c'est tout simplement une formation, un accompagnement, une académie qui te forme au setting closing. Je ne sais pas s'il faudra que je le décrive après. Le setting closing, c'est très simple. C'est vendre les accompagnements, les formations que proposent les infopreneurs en ligne. Voilà. Et moi, j'ai lancé ça à la suite de moi-même avoir été closer. Et je forme ces personnes, je les accompagne. Et ensuite, bah, je les mets potentiellement en relation avec ces personnes qui viennent me contacter, donc les infopreneurs, qui m'envoient des messages et qui sont à la recherche de setter closer. Et moi, je propose ces opportunités de travail à mes élèves dans un second temps. Donc c'est vraiment moi ce que je fais, c'est de l'infoproduit, c'est de la vente de formation. C'est vraiment ça le business que je fais aujourd'hui. Ok, ok, ok. Et je ne Je sais, close plus du coup. excuse-moi, tu m'as dit? Je disais je ne close plus pour le coup. Ok, tu ne causes. Ouais, j'imagine que tu as une équipe du coup maintenant. J'imagine bien, j'imagine bien. Bah, c'est intéressant, on va pouvoir rebondir juste après dessus. Juste avant, est-ce que tu partages peut-être un petit peu tes chiffres, où tu en es aujourd'hui dans ton parcours entrepreneurial, par rapport à ton activité principale là? Ouais, pas de souci. Alors du coup, ça fait 1 an et demi qu'on fait ça. On a commencé
en organique. Donc c'était moi tout seul qui faisais des petites vidéos, etc. Donc simplement moi-même sans faire de la pub, etc. Et en closant moi-même, on pouvait facilement aller faire des mois à 15-20 000 euros. Donc dans ce truc-là. Et puis on a fait du ads. Et là, depuis un an, je peux te donner une fourchette moyenne de ce qu'on gagne par mois. Les premiers mois, en un an, on faisait facile voilà, du 30, 40, 50K. Et là, on est systématiquement dans du six figure. Donc, on est entre 100 et 200 K months depuis plusieurs mois. On est depuis plusieurs mois entre 100 et 200K. Avec une belle moyenne de 150 bien constante. Ça n'a jamais vraiment ça a jamais vraiment baissé. Et bah, l'objectif, là, avec tout ce qu'on met en place, j'ai vraiment confiance et j'ai aucun doute qu'on va pouvoir atteindre les 300K facilement avant le mois de juin. Mais globalement, ouais, on fait entre 100 et 200. Eh ben, c'est tout ce que je peux te souhaiter en tout cas, Brian, d'aller défoncer ces 300K. Ouais. Tu disais que tu as commencé du coup avec les ads, donc tu as Non, été sans ads. jusqu'à... J'ai commencé en organique, mais j'ai très vite fait des Oui, ads. sans ads, excuse-moi. Sans ads en organique. Ça t'a permis d'atteindre, tu disais du coup, 15, 20, 30K en Ouais, organique, 15, c'est 20, ça? 30K, ouais. Ok. En fait, il y avait une limite. Je touchais pas plus de personnes, je pouvais plus closer plus en fait. Ok, ok, je vois. Je vois, je vois. Et donc, du coup, ce qui t'a permis de passer de 15, 20, 30K par mois en full organique à plus de 100K par mois, c'est vraiment l'effet de levier des ads. Est-ce que tu as eu des problématiques? Parce que tu sais, on appelle souvent entre 30 et 100K un petit peu la vallée de la mort, où il faut que tu puisses restructurer un petit peu ton business pour Ouais. pouvoir accueillir plus de volume sans baisser pour autant la qualité de tes services. Euh, Est-ce que tu as rencontré, toi, des problématiques dans cette phase de 30 à 100K ou alors ça a découlé tout seul dès que tu as lancé les ads? Comment ça s'est passé de ton côté? Ouais. J'ai appris quelque chose durant cette phase des 20-30K, c'est l'amélioration du produit. En fait, au début, j'ai closé, avant même d'avoir le produit en lui-même, avant même d'avoir la formation. Puis bien sûr, quand j'ai eu les premiers clients, j'ai sorti quelque chose, j'ai sorti un premier jet. Et en fait, ce qui nous a permis d'aller chercher la step d'après, c'est qu'en fait, avec nos premiers clients, donc quand on faisait du 20-30K, on a pu avoir du feedback, on a pu avoir les premiers retours des personnes qui testaient ce nouveau produit, cette nouvelle formation sur le marché, le Freedom Lab. Et par rapport à ces retours-là, on a complètement métamorphosé le produit. À un moment donné, en scalant un peu, on s'est retrouvé aussi avec un SAV, avec peut-être un taux de satisfaction qui n'était pas énorme, mais ce taux de satisfaction a pu nous causer des problèmes, ce qui nous a vraiment fait réaliser qu'il fallait focus sur le produit. Et à partir du moment où on a vraiment amélioré, que ce soit la formation, on a ajouté un pôle coaching avec des vrais humains, des coachs en one-to-one, toutes ces choses-là, un réel accompagnement. À partir du moment où on a fait ça, et que en plus, dans un second temps, bah, j'ai closé les 100 premiers clients de ma formation, donc les 100 premières personnes qui sont rentrées, je les ai closées, et qu'en plus de ça, après, j'ai pu recruter des personnes pour faire le travail que je faisais et avoir un, 2, 3 closers, c'est là où on a pu vraiment passer comme tu viens de le dire, entre 30 et 100K. Et franchement, ce gap entre 30 et 100K, il est hallucinant. Ça se passe en 2 mois. C'est juste que pour que ça se passe, c'est compliqué. Il y a des problématiques. Comme je dis notamment le produit, la qualité du produit. Et dans un second temps, ben, trouver les équipes, trouver les éléments. Et puis ben, derrière, qu'est-ce qui en découle? Il faut aussi pouvoir construire tout ce qui va. Enfin, il faut trouver la source d'acquisition. Nous, on est allé sur des ads et on faisait de l'organique avant. Mais après, il faut aussi faire des ads, il faut être bon en ads. Et puis là, on se rend compte qu'on peut être meilleur et qu'on peut s'améliorer. Mais c'est ça. Moi, je dirais le produit et le fait de pouvoir déléguer la partie closing, la partie vente. Ok, ok, ok. Super intéressant. C'est vrai que souvent on dit quand tu scales, en fait, ça fait juste révéler un petit peu tous les. Comment dire? Ça fait remonter à la surface un petit peu tout. Je vais pas dire l'expression parce que j'ai que ça en tête, mais ça fait ressortir les problèmes, les problèmes de ton business. Tu scales tes problèmes en fait. Ouais, Et, ouais, vraiment. et c'est ce qui te permet justement de restructurer, je pense, ton activité de ce côté-là. Demain, tu recommencerais à zéro. Est-ce que tu referais dans le même ordre, par exemple, organique, puis des ads, puis est-ce que tu referais tout ce processus d'acquisition Ouais, dans le même sens? ouais, ouais. Et je peux t'expliquer pourquoi. Parce que je pense que quand tu commences quelque chose comme ça, tu dois d'abord tester ton produit. Pour moi, c'était vraiment un crash test. Bien sûr. Euh, et c'est pour ça que, comme je te dis, moi, quand j'ai closé au début cette formation, il n'y avait rien. Ça veut dire que les 5 premiers clients, j'ai vendu l'offre. Je la vendais 1000 au début, non, 687 euros.
Je la vendais 687 euros et je vendais un truc qui n'existait pas. En fait, je leur vendais la situation désirée un peu. Je leur vendais ce qu'ils allaient obtenir grâce au setting closing, mais je ne vendais pas le contenu de la formation parce que je n'avais pas une vidéo. Je ne savais même pas comment j'allais les accompagner. Je savais juste que cette compétence de closing pouvait les rendre libres. Et moi, j'ai closé sur ça. Et pour moi, je recommande à ceux qui veulent faire un business ou se lancer de ne pas créer quelque chose sans savoir si ça fonctionne. Et comment créer ce truc? En fait, tu le crées avec tes premiers clients parce que tu as le feedback des étapes par lesquelles ils passent et donc ça te permet de créer le produit. Et le meilleur moyen, c'est d'aller chercher les ventes, de closer, de faire un peu d'organique. Donc je ne recommanderais pas parce qu'en plus de ça, moi je ne recommande pas à des gens de créer un truc sans savoir si ça fonctionne. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui pendant des mois créent une formation puis ça ne se vend pas. Et pareil, je ne dépenserai pas de l'argent, je n'investirai pas dans quelque chose sans savoir encore une fois si ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que l'organique est un très bon levier pour faire ses premières ventes. Et attention, il ne faut pas avoir closé 100 personnes avant d'investir. Mais tu dois quand même closer une petite dizaine de personnes pour voir, ok, ça se vend, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Moi, de mon côté, j'ai pu closer sur l'offre, j'ai pu commencer à construire le produit parce que j'ai les retours de mes clients. Ok, ça fonctionne. Là, on peut réfléchir à investir dans quoi que ce soit. Là, ça vaut la peine peut-être, on se dit, ça fait sens, tu vois. Ouais, Parce que je vois trop de gens qui perdent du temps, de l'énergie et de l'argent. Et puis après, au moment décisif où il faut vendre, il n'y a rien qui se vend. 100% d'accord avec toi, c'est vrai que c'est exactement ce que je dis aux personnes qu'on accompagne. Un entrepreneur, c'est une personne qui construit son parachute pendant sa chute. Et c'est vrai que c'est frustrant parce que c'est déjà arrivé. Et tu vois, moi le premier, on veut toujours attendre que ce soit parfait pour lancer les choses, mais jamais rien n'est parfait. Et si tu attends ce moment-là, il ne viendra jamais et tu perdras énormément de temps. Donc je te rejoins 100% là-dessus. Petite chose sur laquelle, alors je ferai pareil que toi, je commencerai par l'organique, c'est formateur, tu apprends, tu te confrontes au marché, tu fais de l'acquisition qui est gratuite. Ça peut être très puissant en plus quand c'est bien fait et je pense que c'est la première étape à faire. Après, je pense que c'est aussi, tu vois, du cas par cas. C'est comme la fiscalité, c'est comme beaucoup de choses qui sont personnelles. Si tu as une situation où tu as pas mal de cash, tu commences et que tu veux aller vite, c'est vrai que les ads, ça permet aussi d'avoir du feedback rapidement. Parce que, par exemple, pour faire 100 000 impressions en organique, tu dois faire 100 pièces de contenu qui font 1000 vues pendant 100 jours. Donc, ça te met 100 jours à avoir 100 000 impressions. Alors qu'avec les ads, tu déploies une publicité à 30 € pendant 10 jours. Ça te fait ces 100 000 impressions. Donc, l'organique, c'est très puissant. Encore une fois, le personal branding, j'en suis convaincu. C'est la prochaine trend. C'est sur quoi il faut capitaliser. C'est un asset. C'est une compétence à 7 chiffres, vraiment. Mais ça dépend aussi de ta situation. Dans le sens où si aujourd'hui, tu as le capital pour lancer des ads ou même que tu es à un stade avancé, je pense que ça peut être pertinent aussi de le faire pour avoir du feedback plus rapidement. Donc voilà pour la petite parenthèse de ce côté-là. Je suis assez d'accord. Juste si je peux rebondir, juste une chose par rapport à ça. Je suis assez d'accord. Moi, je parle plutôt de mon point de vue où je démarrais de rien. Certaines personnes qui ont de l'expérience, c'est intéressant. Mais par contre, un truc que j'ai remarqué, c'est que quand tu fais du ads et que tu n'as pas d'organique, c'est moins puissant que si tu fais déjà de l'organique parce qu'en fait, ton organique vient appuyer ton ads. La personne qui voit ton ads, après, elle va faire quelques recherches. Si elle voit que tu es fortement présent sur les réseaux et que tu as déjà une notoriété, une image ou quoi que ce soit et présent sur de l'organique, ça vient contribuer. Donc ça, c'est intéressant. L'un profite à l'autre. Exactement. C'est vrai que c'est tout le temps la guerre sur les réseaux à faut faire que de l'ads ou faut faire que de l'organique, etc. Je pense qu'en 2025, c'est bon, faut arrêter avec la guerre à l'un ou l'autre. C'est les choses qui sont complémentaires et l'un sert à l'autre. De l'autre côté, d'un côté avec l'organique, comme tu dis, il y a la preuve sociale, la trust, la crédibilité. De l'autre côté avec les ads, tu as la rapidité, la précision de ciblage, le feedback. C'est deux choses qui sont complémentaires et qu'il faut en 2025 si tu veux scaler en tout cas. Exactement. Donc ouais, carrément. Selon toi, c'est quoi le point de pivot on peut je pense que tu peux le partager peut-être en termes de CA. À quel moment pour toi il faut lancer les ads? Ou du moins toi, peut-être de ton expérience, à quel moment tu les as lancés? Je pourrais reprendre mon tableau de comptabilité. Alors nous, on a lancé... Mais en fait, j'ai lancé les ads vers 34 CA. 34 CA, En moyenne, entre 20 et 34 CA. Après, je connais des types en organique qui font 100K.
Ils n'ont pas besoin de faire de. Ouais. Tu vois, c'est juste que moi, je démarrais de rien, j'avais 2000 abonnés. Et avec mes 2000 abonnés, je faisais quand même 20-30K. Et là, on a commencé à scale avec du ads, quoi. Ok, ok, C'est je un vois. peu au cas par cas, hein. Tu vois, c'est comme tu 100%. disais, il n'y a pas de bien ou pas bien, ça dépend aussi de la situation. Moi, à l'époque, avec 2000 abonnés, il y a un moment, j'avais une limite d'organique, j'explosais pas en organique. C'est ça aussi qui est bien, si je peux mettre un peu en avant le ads, c'est que l'ad, si tu mets du budget, que tu maîtrises tes ads et que tu maîtrises ce que tu fais, ton media buying et tout, let's go, il n'y a pas de souci, tu peux scale. Alors que l'organique, tu es un petit peu dépendant de est-ce que ça va péter, est-ce qu'à un moment donné, je vais avoir des leads par rapport à mon contenu, est-ce que je vais faire des vues. Ouais. Donc moi, je l'ai fait plus ou moins vers 30K. Mais j'ai des personnes dans mon entourage qui font plus de 100K months sans faire une seule ad. Tu vois, Mm, mm. Ouais, 100%, hein. C'est là que ça monte aussi la puissance de l'organique, hein. Je suis ouais. 100% d'accord. Si on parle un petit peu sales, de ton côté, du coup, à partir de quel moment j'ai cru comprendre que tes 100 premiers clients, du coup, tu les as fait à la mano, donc Ouais. 100% par toi-même. Et franchement, si c'était à refaire, je pense que tu ferais la même chose. En tout cas, moi, Ouais. à ta place, c'est ce que je referais pour avoir un contact vraiment avec tes prospects, ton avatar, prendre du feedback du marché. À partir du coup de quel moment tu as pivoté et aujourd'hui, vous êtes une type de combien de personnes d'ailleurs chez Freedom Labs? Oh. Pour la team, la team, tu parles de tout le Freedom Lab alors? Alors, pas de tes clients, mais vraiment en interne, Ouais, c'est ça, votre ouais. team en interne. Alors, en interne, actuellement, il y a en moyenne 25 personnes qui travaillent. Au moins. Ok. Ok, ok. Bon, après, voilà, ça sert à rien de mentir. Il y a parfois des prestataires, mais Bien qui sûr. sont quand même. Quand je dis prestataires, c'est que par exemple, je sais pas, il y a des personnes où je ne les paye pas forcément un salaire fixe tous les mois, mais globalement, j'ai quand même une dizaine de personnes avec des temps pleins qui sont quand même à temps plein, ouais, non, même une vingtaine. Non, je pense que j'ai une vingtaine de personnes à temps plein, et puis je dois avoir peut-être 5 personnes qui sont comme à la tâche, à la prestation. Mhm. C'est principalement de toute façon des freelances, mais qui sont à temps plein pour moi, quoi. Mais qui travaillent un peu en indépendant, en freelance, Bien quoi. sûr, ouais, en indé. C'est pas des C'est... employés. C'est pas des employés, tu vois. Ok. Si on les cite, c'est quoi les pôles, les postes, on va dire Alors, closer, setter? globalement, il y a plusieurs pôles. Il y a le pôle vente avec les setters closers. Il y a le pôle succès client. Succès client après-vente, coaching. C'est vraiment toute la partie accompagnement des élèves et le taux de satisfaction et tout ça. Mhm. Là-dedans, il y a à temps plein, il y a 5, 6 personnes. Il y a 6 personnes. En comprenant les coachs, la personne du SAV, mon associé qui supervise tout ce pôle-là. Donc ça, c'est un gros pôle, le succès client. Encore une fois, c'est dans Mhm. l'amélioration du produit. Il y a le pôle vente, hein, closer setter, qui est conséquent. Il y a plus de 10 personnes quand même. Et puis, il y a ah oui, le montage, hein. On a une équipe de cinq Ouais, six monteurs. Ah ouais. j'imagine bien. La création de contenu. Donc, il y a création de contenu, produit, acquisition et vente, en fait. Mhm. Voilà, globalement. Et puis après, j'ai deux associés aussi. Ok. Ça, on pourra en parler aussi. Juste avant, est-ce que tu as commencé à implémenter des chefs de projet? Quand je parle de chefs de projet, c'est des heads, tu vois, des head of sales, CSM, etc. Plus ou moins, ouais, 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 on a quand même un petit peu, on a le aide un petit peu dans le succès client. On a une personne qui supervise cette partie-là. Euh, J'ai voulu mettre un aide dans la partie sales, mais en fait, nous, on a une particularité, c'est que je pense qu'on est une des seules entreprises, un des seuls infopreneurs qui ne délègue pas son pôle sales. Parce qu'en fait, ce qui, moi, fait ma force, qui fait la force de Freedom Lab aujourd'hui, c'est parce que je gère personnellement toute l'équipe de vente. Donc, si tu Mhm. veux, sur le marché, il y a des gens qui peuvent t'aider, qui peuvent te brancher des pôles vente. Moi, c'est ma force, en fait, de gérer mon équipe de vente. Et je le fais tellement bien que déjà, j'aime tellement que j'ai pas envie de le déléguer. Je ne sais pas si quelqu'un le fera aussi bien. Après, si je délègue correctement et que je recrute correctement, je pourrais. Mais j'ai pas envie, ça m'excite, j'aime bien ça. Et donc aujourd'hui, j'ai pas délégué cette partie. On l'a déjà délégué. Je suis revenu en arrière. J'ai un aide plutôt pour tout ce qui est succès client. Et c'est tout. Et j'ai aussi un responsable. Si c'est un pôle dont je t'ai pas parlé, tout ce qui est data, KPIs, data Mhm. Ouais, analyst. On data a, on a un analyst. mec qui s'occupe de toute notre data en profondeur, sur toutes les parties. Sur la partie acquisition, sur la partie contenu, sur la partie vente. Il s'occupe d'aller chercher toute la data qu'on lui demande et lui, il gère ça. C'est lui et mon associé qui sont sur ce truc-là. Donc le chef de projet, c'est mon associé. Donc on n'a pas vraiment engagé un aide par rapport à ça. Ok. Euh,
Le data analyst, tu as commencé à l'intégrer à partir de combien de CA, à partir de quel moment? Vers 154 CA, en fait, quand les Google Sheets ne nous suffisaient plus pour récupérer la data dont on a besoin, on a commencé à travailler avec cette personne, qui travaille d'ailleurs avec beaucoup d'entrepreneurs qui font du chiffre. Parce qu'en fait, la data qui va te chercher, en fait, il y a un moment donné, tu as besoin de types comme ça pour te permettre de scaler à la prochaine étape qui va être le 300K, etc. quoi. Ok, ok. De l'autre côté, je reviens sur la partie sales. Comment est-ce que comment tu as structuré ta sales teams et comment tu la manages en day-to-day, au quotidien? Hum, Comment je la manage? Alors, je vais essayer d'être clair et concis. Nous, pour le moment, actuellement, on a une équipe de 8, c'est en belge ça, 8, Oui. 8 closers. J'ai des setters aussi, j'ai 3 setters. Et comment je les manage? En gros, ben, on a des appels d'équipe 3-4 fois par semaine et je leur fais des retours tous les jours. Donc déjà, moi, j'analyse un petit peu le travail qui a été fait. Donc, si tu veux, on utilise un CRM, on utilise plein de choses. C'est délégué. Enfin, tu sais, on leur demande de rendre des bilans journaliers, de remplir un CRM, etc. La vérification de tout ça, c'est délégué. Mais moi, je suis sur le pôle pour les motiver, aller chercher les objectifs, les suivre, leur faire des retours loom par rapport à leur call. C'est encore moi qui fais ça. C'est encore moi qui fais ça parce que j'adore ça et je trouve que personne ne le fait aussi bien que moi. Et moi, je suis sur le front un petit peu comme, entre guillemets, le loup de Wall Street, tu sais, qui. Tu as déjà vu le film Le Loup de Wall Street? Il vient, il prend le micro, il chauffe toutes les équipes et puis après il performe pour le reste du mois. Mais moi je fais un peu ça tous les jours, tu vois. Je fais ça et en plus de ça, je leur fais des retours loom personnalisés, coaching one-to-one tous les jours par rapport à leur call. Et on fait des analyses de call d'équipe et voilà, on connecte, je les motive, on fixe des objectifs et voilà un petit peu comment ça se passe. Ok, ouais, je pense que tu as résumé des choses très très intéressantes. Quand tu dis tu les motives au quotidien, est-ce que tu as un appel quotidien avec eux à chaque fois ou c'est 3-4 fois par jour ou est-ce que tu as quand même un appel avec eux quotidien pour les booster, que ce soit un appel de kick-off le matin, enfin en début de journée ou le soir Alors, j'ai pas forcément un appel le matin. On a essayé le truc des appels tous les jours. On a vraiment l'impression, on a vraiment ce sentiment que de mettre un appel tous les jours, etc. Il y en a, ils viennent pour se forcer, etc. Mhm. Moi, non, c'est 3 appels obligatoires par semaine avec toute l'équipe. Et de toute façon, tous les jours, je leur parle. Tous les jours, ils ont un retour personnalisé. Et s'il faut, à la demande, et si je sens qu'il y a besoin d'un call, là, je dis au closer, écoute, on doit parler de ça, ça, ça. On se fait un call maintenant, let's go. Et là, oui, il y a des calls à la demande. Sinon, c'est 3 calls obligatoires. Et ça fonctionne très bien comme ça. 3 calls obligatoires par semaine et des retours tous les jours, quotidiens. Les retours Loom, c'est quotidien. Ok, ça marche. En fait, c'est le truc qui fonctionne le plus. On a testé les calls tous les jours. Ça fonctionne pas forcément bien, etc. Ouais, les gens viennent un petit peu en traînant du pied, Ouais. quoi. Ouais. Ok. Excuse-moi. Ok, pour la partie sales, ta partie succès client, est-ce que tu la structures pareil que ta sales teams? Partie succès client, on a dedans, on a les coachs, on a la personne du SAV, on a mon associé qui est là pour un petit peu prendre les décisions stratégiques sur. Et bien sûr, on a des réunions par semaine. Évidemment, on a une réunion par semaine avec le pôle succès client. Et là, on va regrouper tous les coachs. Moi, je passe dedans aussi. Mon associé qui s'occupe de ce pôle-là, il est dedans. Les personnes qui s'occupent du SAV sont dedans. Et bien sûr, avec mon associé, on prend les décisions stratégiques par rapport au retour de nos coachs et du SAV sur tiens, qu'est-ce qu'on va améliorer, comment on va améliorer ce process-là. Tiens, on va mettre en avant, tiens, il y a ça de taux de remboursement ce mois-ci. Quelle décision on peut prendre pour le réduire? On a eu ce cas-là. On discute de tous les cas un petit peu de la semaine et on se dit quelle décision on va prendre. Et ça, c'est plutôt, je l'ai délégué plutôt entre guillemets à mon associé en qui j'ai confiance pour ça, pour le faire. Lui, il va prendre ces feedbacks-là, il va réfléchir de façon stratégique et puis après, on va mettre des actions en place. Et chaque semaine, on a un appel. Et en plus de ça, on a un groupe en interne de l'équipe où on parle quotidiennement. Et tu sais, le pôle succès client, ça fonctionne comme une équipe de vente. Et de toute façon, tous les pôles fonctionnent de la même façon. C'est qu'il faut hyper les gens. Il faut maintenir les équipes en motivation, que ce soit le pôle, n'importe quelle équipe de toute façon. Tous les gens qui travaillent dans une entreprise, il faut qu'ils soient motivés. Et il faut qu'on soit alignés sur la même vision, il faut qu'on ait les mêmes valeurs et il faut qu'on se chauffe et qu'on se motive. Donc ça, c'est très important aussi. Et je pense que tu dois le savoir.
Tu t'es pas censé enfin, tu dois sûrement savoir que les closers, ça fonctionne comme ça. C'est des gens, c'est pour ça que potentiellement, tu me demandais si j'avais des calls tous les jours. En fait, c'est des gens, il faut les avoir tout le temps en call parce qu'il faut les maintenir hypés. Mais moi, je pense que c'est comme ça avec tous les membres de l'équipe et ça fonctionne comme ça même avec nos coachs, etc. Et c'est pour ça que notre taux de. C'est le turnover, je crois, le taux de personnes qui changent et qui partent et qui viennent et qu'on engage et qu'on recrute et qui ne travaillent plus avec nous, il est très faible parce que les gens veulent rester avec nous. Les gens veulent rester avec nous parce qu'on a tellement une bonne énergie et nous, on met le paquet là-dessus. On met le paquet sur avoir une vision commune, sur avoir une belle énergie familiale mais en même temps professionnelle, qu'en fait, sur le long terme, les gens, ils restent avec nous et parce qu'on les fait rester avec nous, ils sont chauds et impliqués dans leur travail. Donc, franchement, c'est vraiment une grosse partie de notre travail de faire ça en fait. J'ai remarqué. Ouais, l'humain, Ouais, le truc l'humain le en plus fait. compliqué Gérer l'humain. à gérer dans une entreprise. Et Ouais, quand c'est bien fait, par contre, ouais. ça t'a En beaucoup de fait, résultats. j'ai remarqué un truc, si je peux conclure là-dessus, parce que c'est une belle leçon. Gérer l'humain, c'est pas qu'une question de déléguer, de donner des process, de leur donner des objectifs et leur crier dessus. Ça fonctionne pas du tout. Gérer l'humain, c'est 80% d'énergie, de les motiver, de les comprendre, de les accompagner, de les écouter et d'être chaud, de les chauffer, de leur montrer que nous, on est super impliqués dans ce qu'on fait, ça va les impliquer. Ça, c'est le plus gros du travail. Et puis après, tu as 20-30%, c'est des process, déléguer, leur dire ce qu'il faut faire comme tâche. Mais c'est pas ça le plus important. Tu viens exactement de décrire un leader, en fait. C'est des aptitudes de leadership. Ouais, Et c'est c'est ça ça en qui fait. fait la différence entre un simple chef d'entreprise et un leader, en fait. C'est ça. Donc ouais, je suis 100% aligné avec ce que tu dis de ce côté-là. Et Est-ce que vous monétisez... Vas-y, je peux te excuse-moi, dire Brian. juste un autre truc parce que c'est Hmm. très intéressant. Par contre, la partie, tu sais, tu as le chef d'entreprise et le leader. Moi, je focus vraiment sur tout ce qui est leader, comme je viens d'expliquer. Mais par contre, le truc de savoir déléguer et de leur donner des bons process pour qu'ils fassent bien leur travail, ça aussi, c'est important. Et c'est pas aussi simple que Essentiel. ça parce que pour pouvoir déléguer, tu dois avoir des bons process. Et il faut d'abord savoir recruter correctement. Mais pour savoir recruter, tu dois d'abord avoir fait les choses toi-même. C'est pour ça que j'ai toujours tout fait tout seul dès le début. Parce que si tu veux recruter les bons éléments, tu dois leur donner les bons process, mais tu ne peux pas faire un bon process si tu ne l'as pas fait toi-même. En fait, c'est pour moi un des blocages. On parlait du blocage au début du podcast. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise n'arrive pas à scaler? C'est qu'à un moment donné, pour scaler, tu dois recruter. Mais les gens, moi je discutais avec un entrepreneur hier qui s'est lancé. J'étais à la boxe avec lui et il me disait, il vient à peine de lancer son activité, il me dit, je peux te recruter un setter. Je dis, mais tu n'as même pas seté ta propre offre, tu ne sais même pas, tu n'as même pas construit un process sur comment il fallait setter, etc. Que tu veux déjà recruter, mais comment tu vas déléguer si tu n'as même pas le process? Et ça, pour moi, ça reste quand même aussi une partie importante pour que tes équipes, elles performent. Carrément. Extrêmement important. Tout le temps expérimenté avant de déléguer. Je te rejoins carrément là-dessus. Concernant toute la partie délivrabilité, est-ce que vous... parce qu'on parlait de la structure d'une Sales Teams, on parlait de la structure d'une CSS, enfin du succès client, etc. Qui, selon moi, sont en fait structurés en fait de la même façon, parce qu'au final, même les succès clients, les CSM, etc., sont à la fin des vendeurs aussi, sont là pour proposer une suite. Est-ce que vous avez une offre principale? Est-ce que vous avez une suite? Est-ce que vous avez d'autres offres à côté? Est-ce que vous monétisez en back-end? Vous arrivez à revendre, à upsell vos clients ou pas du tout? Euh, En fait, on a voulu le faire et on a réalisé que sur une offre comme la nôtre, c'est très difficile d'upsell nos clients et d'aller les recloser. Donc on n'a pas d'offre et de toute façon on a fait un truc très simple. On n'a qu'une seule offre, un seul prix, avec bien sûr des facilités de paiement, plusieurs mensualités, mais on a une offre, un prix, rien d'autre. On a réfléchi évidemment à upsell nos clients actuels. C'est très compliqué sur une offre comme la nôtre. Mais par contre, j'ai un autre projet en parallèle qui découle de ce que je fais ici avec le Freedom Lab, qui est un SaaS que l'on va débloquer par rapport à certaines problématiques que nous avons nous-mêmes rencontrées dans notre business. Donc aujourd'hui, on va développer un SaaS non seulement pour nous, mais après pour le proposer à d'autres personnes. Et ça va être un moyen de potentiellement scaler au-delà d'aller chercher l'argent auprès de nos clients actuels parce qu'on a déjà réfléchi, c'est impossible en fait. Tu as vraiment le bon raisonnement par rapport au fait de développer un SaaS. Déjà, le développer pour soi-même, je pense que c'est le meilleur moyen de développer un vrai tools qui résout des problématiques. Dans la même thématique, il y a Ismaël là, de chez Ouais. Setting Mastery, Closing Mastery et tout là. Avec Close, franchement, ce qu'ils ont fait comme outil, je ne sais pas si tu C'est l'utilises. fort.
C'est fort et ça reflète exactement ce que tu dis là. C'est un mec qui a développé un tools pour lui de base en fonction des problématiques qu'il a rencontrées et des vraies problématiques. Et c'est pour ça aujourd'hui que je pense qu'ils sont entre guillemets victimes de leur succès de ce côté-là. Eux, ils sont très bons, hein. Mais tu sais, je vais reprendre l'exemple des Ismaël ou même Mouli que tu avais eu en podcast, Ouais, Alexis. qui ont fait le même business. Enfin, j'ai plutôt fait le business après eux, mais eux, on avait plus ou moins le même business. Pour Scale, je pense pas qu'ils ont forcément upsell leurs clients actuels, ou alors je connais pas tout ce qui se passe en interne, mais ils ont dévié vers ça, quoi. Un SaaS, une option pour nous, ce serait de proposer des pôles ventes et de faire du B2B. Donc ce que je pourrais faire, si tu veux, comme ça tu comprends aussi ma vision, ce que je pourrais faire, et j'y ai pensé, je pourrais faire une offre B2B easy, avec l'expérience qu'on a, notre propre social proof, je pourrais aujourd'hui faire du B2B, surtout avec le réseau qu'on a, et aller soit scaler des business, ou soit de proposer des pôles ventes. Le seul problème, c'est que moi, c'est pas aligné avec ma vision parce que j'ai compris avec le business que je fais actuel que l'humain, c'est très important. L'humain à gérer, ça prend beaucoup d'énergie. Et ces business-là, ce business d'aller brancher des pôles ventes, ce business d'aller proposer des offres B2B pour aider à scaler ton business, c'est recréer un nouveau business d'humain. C'est dupliquer ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Alors, j'apprécie ce que je fais, mais j'ai retenu la leçon que c'est pas il y a des combats, il y a des combats à mener qui sont peut-être plus intéressants pour aller chercher l'argent en enlevant cette partie énergivore, cette partie qui prend beaucoup d'énergie qui est l'humain, notamment un SaaS. Un SaaS où avec une simple équipe de 4 personnes, tu peux faire énormément d'argent. Donc c'est ça pour moi la continuité de ce que je voudrais faire. Ah, et ça, c'est vrai que c'est quand même un cheat code, hein. Niveau risque-reward, Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, c'est vraiment. C'est ça un peu notre vision aujourd'hui. Ouais. Et pour reprendre Ismaël, très fort ce gars. D'ailleurs, je travaille avec iClosed. Donc, je recommande iClosed à tous ceux qui verront ce podcast. C'est très fort. Et je suis sûr qu'il va tout péter avec son SaaS. Ouais, carrément. Carrément. Euh, Est-ce que. Parce que c'est vrai que je t'ai parlé d'upsell, il y a upsell, downsell, ou même tu peux vendre des offres verticales. Vous faites des masterminds ou des choses comme ça, des événements physiques Non, mais c'est dans nos projets de 2025 de peut-être faire une conférence. Alors, il n'y a pas de but précis, c'est pas dans une optique d'aller chercher l'argent, c'est plus pour le kiff. Avec mes associés, on a envie de faire un truc comme ça, pour le kiff, pour l'expérience, pour networker et pour vivre l'expérience. Donc, mais il n'y a pas de projet en particulier, on ne fait pas de choses comme ça par rapport au Freedom Lab. On verra si ça se fait en 2025, mais pourquoi pas. Il y a beaucoup Un de truc choses que sur la to-do. personnellement j'apprécierais, un truc que je kifferais, mais c'est plus un rêve perso, mais voilà, ce serait peut-être faire des conférences, plusieurs conférences sur l'année où je parle de vente. Ça, c'est quelque chose qui me ferait kiffer. Mais c'est plus, j'ai pas d'objectif business avec ça pour le moment, mais par contre, dans ma vision, dans mon vision board, entre guillemets, ça serait un kiff pour moi d'aller faire des conférences et de parler aux gens de la vente et tout ça, quoi. Ouais, carrément. Même en termes de trust, hein, je pense qu'en 2025, tu vois, un des éléments, parce que si on regarde un petit peu le marché, on dézoome un petit peu, tu as de plus en plus d'acteurs d'un côté, il y a de plus en plus de demandes aussi. Mais tu sais, j'ai l'impression que l'écart se creuse. C'est-à-dire que les gens qui font beaucoup d'argent font encore plus d'argent, et les gens, du coup, qui ne sont pas, comment dire, assez professionnels ou structurés ou quoi que ce soit, parce qu'on arrive dans une sophistication de marché qui est de plus en plus élevée, et donc du coup, ça demande d'être beaucoup plus carré qu'avant, tu vois. Genre avant, tu lançais des ads, c'était quand même assez facile d'aller target et d'aller avoir des prospects qui sont prêts à acheter. Aujourd'hui, tu as des prospects qui sont beaucoup plus éduqués, qui savent ce que c'est un appel de vente, qui savent ce que c'est un webinaire, etc. Tout ça pour dire qu'il y a une sophistication de marché qui est de plus en plus élevée. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Tac. J'ai perdu le fil. Merde, j'ai un trou. Je sais plus du coup. Je suis parti dans tous les sens. Ça m'arrive souvent, mais attends, j'allais dire pour moi là c'est fin de journée, je perds parfois le fil, j'étais en call tout à l'heure, je perdais aussi ce que je voulais dire. Ok, ça arrive, mais du coup je sais plus du coup ce que tu voulais dire. Mais mince, pourtant c'était Enfin, on parti. parlait des Ouais, c'est pas grave. possibilités en tout cas on parlait de downsell, d'upsell, de faire des webinaires, des masterminds, des possibilités à l'extérieur de notre business actuel, mais après je... Ouais. Enfin bref, la conclusion de ça, c'est que ouais, ça demande plus de. Oui, c'était par rapport à la trust, excuse-moi, à la Ah, confiance. voilà. Ah oui, la trust. C'était par rapport à la trust. Voilà que je disais ça parce que je pense qu'au 2025, vraiment, il en faudra beaucoup plus que. Enfin, c'est un élément qui fera que ton business va exploser, tu vois. Quand Ouais. tu as des case studies, enfin,
de la preuve sociale, des témoignages. Tu le disais tout à l'heure, en fait, le produit, je pense qu'il faut mettre vraiment le produit au centre de ce que tu fais et le reste découlera naturellement, quoi. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et on parlait justement notamment de faire des conférences, ça peut ajouter de la trust. C'est quelque chose Exact. que je kifferais et en plus ce serait de la trust. Parce que c'est vrai que moi à l'heure actuelle, quand on me découvre sur les réseaux, bah, c'est cool que je fasse ce podcast parce que c'est vraiment dans ce genre de podcast qu'on peut découvrir qui je suis. Mais si on me découvre d'après mes réseaux, moi, je fais beaucoup le rigolo, je fais beaucoup le mec authentique, mais c'est vrai que je ne montre pas la valeur que je peux proposer. Alors que par contre, si tu étais dans ma formation, tu comprendrais que je pense que j'ai potentiellement une des meilleures formations en vente dans l'infoproduit francophone, parce que ce qu'on fait, c'est très sérieux. Je sais que je suis bon dans ce que je fais, mais c'est juste qu'aujourd'hui, moi, j'ai adopté toute une autre stratégie. C'est que moi, je ne suis pas là pour faire le beau gosse, je ne suis pas là pour faire des belles vidéos où je parle bien de vente, etc. Moi, je fais ce qui fonctionne et ce qui me rapporte du lead. C'est que moi, quand tu vas aller voir des vidéos que moi je fais sur les réseaux, je fais le rigolo à fond, je fais l'hyper authentique. Et c'est ce qui fait qu'on performe énormément en organique et aussi en ads, où on a des coûts et des retours sur investissement en ads qui sont incroyables parce que justement, j'ai ces trucs. Mais c'est sûr que moi, je ne suis pas le genre de gars qui va te faire un Reels ou qui va te donner des conseils sur la vente. C'est pas du tout ça. Moi, c'est vraiment… Moi, mes reels, c'est un hook. Mes contenus, c'est un hook. Où le mec, il doit juste rentrer dans mon tunnel, on le prend en closing. Vu qu'on est bon en closing, on le close et puis après, il voit la valeur derrière. Donc, moi, j'ai toute une autre strat. Après, c'est sûr que, encore une fois, l'un vient contribuer à l'autre. Donc, le fait que je me monte dans ce genre de podcast, le fait que je fasse des conférences ventes, ça va venir appuyer le fait que je ne suis pas qu'un rigolo. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Ouais, carrément. Carrément. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je serais curieux de savoir tes objectifs du coup sur 2025. Où est-ce que tu veux aller, Brian, du coup, en 2025? C'est quoi tes targets concrètement? En 2025, là déjà, c'est de maintenir le business actuel. Parce qu'une chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que c'est facile de faire une fois 20 000, une fois 30 000, une fois 50 000. Là, je parle de tous les paliers, une fois 100 000. Mais ce n'est pas facile de faire 100 000 sur la durée. Et donc, pour ça, il faut des process, il faut déléguer, il faut recruter, il faut être bon dans ce qu'on fait. Et moi, mon objectif, c'est comme ça l'a été pendant 2024, c'est qu'en 2025, Freedom Lab, ça reste constant. C'est que si on fait du six figure, on ne fera jamais moins de six figure. Et ça, c'est très dur pour un entrepreneur. J'en connais plein qui ont déjà fait du six figure, puis après, c'est fini. Nous, notre but, c'est vraiment qu'en 2025, ça reste stable et que ça continue de rester stable pour autant que ça puisse l'être. Heureusement pour nous, ça continue et on va mettre les efforts. C'est d'aller chercher la prochaine step, qui est le 300K months, bien évidemment, mais de maintenir notre six figure et derrière, développer, comme je l'ai dit, c'est mon gros projet 2025, de développer mon SaaS sur lequel je mets beaucoup d'énergie et qu'on kiffe et qu'on sait que ça va être un autre moyen d'aller chercher l'argent en masse. Donc du coup, ça va être le gros projet. Et c'est tout. J'ai pas de projet par contre de créer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais déjà. Donc moi là, j'ai une formation d'infoproduit. J'ai un SaaS qui va découler de ça. J'ai pas d'autres projets en particulier. Parce que si tu veux, pour te donner une idée, moi j'ai un associé, il est avec nous ici, mais il a un autre business qui n'a complètement rien à voir avec l'infoproduit. Moi, c'est pas dans mes plans forcément. Donc là, aujourd'hui, je suis focus là-dessus. Je suis focus Freedom Lab, mon SaaS, qui est un gros morceau. Et c'est tout. Ça, c'est mes objectifs pro. C'est une très bonne chose dans le sens où… C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, tu parlais d'Alexis Mouli et je crois que c'est dans ce podcast qu'on parlait du fait que c'est compliqué de… Comment dire, un des trucs les plus compliqués, c'est de savoir dire non. Et tu as l'air d'avoir cette capacité, Brian, de ce que je vois, du coup, à rester focus sur ce que tu fais. Et je pense que c'est l'une des forces qui te permet d'avoir un business périn et en constante évolution sur le temps, quoi. Mais je vais te donner une idée, je vais te donner par contre un contre-exemple parce que j'ai failli dire oui. En fait, quand tu es dans un monde comme le nôtre, Dubaï, Bangkok et tout ça, tu peux très vite te faire FOMO et en plus, tu es entouré de personnes qui sont soit à ton niveau, enfin si tu es smart, ou alors des personnes qui sont bien plus haut que toi. Donc tu peux très facilement créer du network, de la connexion, te faire FOMO quelquefois par des trucs qui certes vont fonctionner et tout peut fonctionner si tu y mets l'énergie et que tu fais les choses bien, mais tout ne peut pas fonctionner en même temps. Et le fait de dire oui à tout, et j'ai un pote, j'ai fait un mastermind avec quelqu'un, non une retraite, un genre de mastermind retraite, et quelqu'un disait ça dans la retraite. Il disait, je vais faire ça.
Et en fait, il stagnait dans tout parce que tous les projets, ils étaient scalables à fond. Et dans tous les projets, il avait les associés, les compétences pour tout scaler. Mais tu peux pas tout faire en même temps. Et je dois t'avouer que début de cette année, j'ai failli me faire FOMO par un autre projet. Et j'étais à deux doigts de me lancer. Et je suis certain à l'heure actuelle, au vu du travail que je fournis aujourd'hui dans Freedom Lab, je suis certain que si j'avais accepté cette opportunité, mais jamais j'aurais coulé le truc, ou j'aurais stagné, ou j'aurais fait un truc qu'il ne faut pas, et j'aurais perdu mon projet qui depuis un an me fait manger, mon projet qui depuis un an je scale, je l'aurais perdu parce que j'aurais été FOMO par un autre truc. Alors très certainement j'aurais scale le truc, mais c'est un très bon point ce que tu dis. Il va falloir parfois il faut dire non. Parce qu'il y a un moment donné, tu ne vas pas pouvoir scale tous tes projets au même moment. Et Ouais, moi, là, clair. je sens que je suis dans un stade où il n'est pas encore temps que j'aille ailleurs. Voilà. Bah, et puis c'est clair, en fait, tant que tu as encore des parts de marché à aller chercher, tu sais, c'est Bah comme ouais. le fait d'avoir 15 000 offres ou 15 000 services, 15 000 business, peu importe. C'est tout le temps la même chose en fait. Pourquoi tu ne te focuses pas sur scale une offre, par exemple, à 300, 500? Parce qu'en plus, si tu regardes, en vrai, il y a de plus en plus de nouveaux infopreneurs, de nouvelles personnes dans nos niches qui font 1 million par mois, etc. Donc, tu sais, il y a quelques années, c'était encore assez compliqué. Enfin, il y en avait très peu. Là, il y en a quand même de plus en plus. Donc, let's go pousser le truc. Let's go aller chercher des parts de marché. Et quand tu verras qu'effectivement, là, tu as des coûts d'acquisition qui sont de plus en plus élevés, que tu vois que même en faisant plus, tu n'as pas forcément plus d'input. Même en voulant scaler le truc, en fait, tu as plein de verticales que tu peux actionner, en fait. Que ce Ouais. soit des partenariats, que ce soit des affiliés. Par exemple, regarde, si on prend un exemple concret, Yomi, aujourd'hui, si tu regardes, il a scalé son truc à fond avec sa propre brand. Après, il a incubé en fait chez Mindeo des mecs comme Timothée Moirou, par exemple, en immobilier, des mecs comme même Antoine Blanco, je crois qu'il a des parts dans son business, Oussama Hamar. Ouais. Et même en termes de, sans avoir de l'equity et des parts dans le business de ces personnes-là, tu vois qu'aujourd'hui, toutes les grosses têtes, ils se renvoient la balle. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils échangent leur brand, ils font de l'échange de communauté. Tu as des gens qui vont plus s'identifier, par exemple, à des mecs comme Alec Henry, d'autres plus comme des mecs comme Oussama, tu vois, qui sont dans la même thématique. Et ils échangent les communautés, font des événements communs pour justement eh bien, aller chercher en fait, la communauté des uns des autres qui vont s'identifier aux personnes. Et en fait, ça leur sert. C'est donnant-donnant, c'est win-win. C'est comme les podcasts, tu vois, c'est une des seules choses où il y a un intérêt commun au milieu et où ça dessert les deux personnes et ça ne dessert personne, à contrario. Donc ouais, il y a plein de verticales à actionner pour scaler en fait. Mhm. Donc, Je suis assez d'accord. Et moi, j'ai une vision, je peux la partager. Après, c'est pas la vision de tout le monde, mais au moins comme ça, les gens ils peuvent voir aussi ce qui est possible de faire. C'est que moi, j'ai une vision où, tu vois, on parlait de faire plein de projets, de peut-être faire autre chose ou quoi que ce soit, parce qu'il y a plein de possibilités. Mais moi, pour moi, il faut que l'entrepreneur de base, je pense que quand on est entrepreneur, on a tous un but, c'est d'être riche, entre guillemets. Hein. C'est d'aller chercher le maximum d'argent et sans limite. On a tous cet objectif en tant qu'entrepreneur. Et je pense que moi, en tout cas, ma vision, c'est de trouver un truc en quoi tu es bon, que tu maîtrises et que tu sais faire. Moi, aujourd'hui, mon business, je peux dire qu'au stade auquel il est et comment il tourne et de la façon à laquelle c'est stable, voilà, j'ai un business qui tourne. Pour moi, chaque entrepreneur doit avoir son business avec source de cash flow régulière qui peut maintenir dans le temps. Je l'ai. Et pour moi, ma strat, ce serait d'avoir ce business que je maintiens, qui me rapporte assez d'argent, que je peux réinvestir dans des investissements avec un plan d'action d'investissement bien précis. Et pour moi, c'est ma strat pour devenir riche, entre guillemets, sur le long terme. Plutôt que créer plein de business qui vont me rapporter 1 million par mois. C'est pas ma strat de créer des business qui vont me rapporter 1 million par mois. Parce que ça va peut-être, d'un côté, m'enlever ma liberté, me rajouter de l'humain, m'enlever ma liberté. Aujourd'hui, j'arrive à un stade où j'ai un business qui tourne, qui me rapporte pas mal d'argent et où j'ai toujours ma liberté. Moi, tu le vois dans mes stories probablement, je vais toujours à la boxe, j'ai mon lifestyle, je tiens fort à ma liberté, à mon lifestyle et à faire toutes ces choses. Peut-être que si je dupliquais et que j'allais vers d'autres business, je connais les mecs qui font ça. Ils font 500 commons, ils sortent pas de chez eux. Et moi, c'est moi ma vision. Moi, j'ai mon truc de cash flow, j'ai ma source de cash flow stable, prévisible et qui me permet de bien vivre et d'avoir mon lifestyle. Ça me permet d'investir correctement et en fait, j'ai juste à attendre. Et l'argent, je ne vais pas gagner 1 million par mois, mais je les aurai autrement parce que j'ai ma source de cash flow qui me permet d'investir et c'est par la suite que c'est comme ça que moi j'envisage de construire ma fortune entre guillemets.
Tu vois, c'est des strates, c'est un choix. Parce que moi, à l'inverse, je connais des gars qui font 500 Camons, 1 million par mois, mais c'est juste qu'ils sortent pas de chez eux, mais chacun son truc en fait. Tu vois. Ouais, carrément. Et tu as raison là-dessus, hein. C'est vrai que là que tu le dis, c'est vrai que c'est très très pertinent. Tu as plusieurs façons de le faire. C'est vrai que ce que tu disais, parce que tu as le fait d'avoir une boîte qui crache du cash flow, okay, qui génère du cash à fond, et tu as le fait aussi de scaler ses finances. Tu vois. Cash flow plus scaler ses finances avec l'investissement, c'est vrai que c'est un bon effet de levier. Et d'ailleurs, un très bon exemple que tu dois sans doute connaître et qui est par chez toi, Théophile Hélier le fait très bien. Tu vois. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est typiquement ce que tu viens de décrire. Théophile, pour l'avoir rencontré, en réalité, en termes de nombre d'heures de travail, et c'est inspirant, mais il ne travaille pas énormément, et pourtant, il crache du cash, tu vois. Exactement. Il crache du cash, il fait de l'investissement, il a des restos qui tournent, il a des business qui sont délégués. Et aujourd'hui, ouais, franchement, il a le bon équilibre, je pense. Et sur du long terme, je pense qu'avoir cet équilibre, c'est essentiel parce que tu ne peux pas tenir indéfiniment, je pense, à te tuer à la tâche. Au bout d'un moment, ça craque, je pense. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça, mais c'est surtout que, de toute façon, je suis assez d'accord, à un moment, tu craques. Mais je sais qu'il y a des mecs qui le font et ils sont ultra passionnés par ça, il n'y a aucun souci, etc. Ils sont tellement drivés qu'ils le font. Mais moi, voilà, j'ai une vision, je sais ce que je veux, je sais que ma santé mentale, elle est très importante, etc. Et je sais que j'ai certaines limites et que c'est pas worth it. C'est pas worth it parce que de toute façon, j'ai le network, j'ai le réseau, si je veux, je pourrais. C'est pas worth it que j'aille travailler comme un malade pour aller gagner beaucoup plus. Je le ferai autrement en fait. J'atteindrai mon objectif d'être riche autrement en fait. Et donc, notamment avec la stratégie dont je viens de te partager. Et Théophile Hélier, comme tu viens de le dire, est un très bon exemple. Et puis à partir du moment où tu as bien investi, etc., tu es bien. Après, je trouve que c'est toujours bien, que tu sois riche ou pas, je trouve que c'est toujours bien d'avoir une source de cash flow stable et régulière et prédictible 100%. pour couvrir ton lifestyle et laisser travailler tes investissements quoi qu'il arrive au cas où. Mais bon, parce que pour arriver à vivre de tes investissements et surtout vivre de tes intérêts et tout ça, il faut déjà avoir quelques M de coffret, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc, je pense que c'est toujours bon et intéressant d'avoir une source de cash flow, même si tu es riche. Par contre, si tu as 10 M de placer, là, je vais peut-être un peu loin dans les explications. Hein. Ben là, on peut dire que voilà, là, si tu n'as plus envie de travailler, let's go. Après, encore une fois, chacun sa strate et moi, je travaillerai toute ma vie. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas dit que je voulais plus travailler. Pour moi, le travail, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me rend heureux. Moi, le matin, si je me lève et que je ne travaille pas, je ne me sens pas bien. Je me sens pas bien. Donc, je travaillerai toute ma vie. Que je sois millionnaire, milliardaire ou quoi, toute ma vie, je me leverai et travaillerai. Ce n'est pas ça que je dis avec l'investissement. C'est juste que la balance, équilibre, travail, santé mentale, santé physique, etc., je la trouve dans ce que je viens de t'expliquer. Ouais. Tu vois ? Je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Si on peut rebondir, Brian, sur c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, on a parlé beaucoup de choses intéressantes, mais on n'en a pas beaucoup parlé, le setting. Aujourd'hui, si tu avais une courte masterclass à faire, des conseils qui sont actionnables à donner pour avoir un bon setting, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui, Brian ? Du coup, qu'est-ce que c'est un bon setting ? Déjà, un truc qu'on ne dit pas assez, c'est que il faut de l'humain, hein, il faut de l'authenticité, il faut montrer que tu es un humain. Et je ne sais pas quoi dire de plus en fait. Qu'est-ce qu'un bon setting ? Alors moi, un bon setting, c'est quelqu'un dès le début qui va me montrer son énergie. J'en parlais encore à mes closers ce matin. Je disais à mes closers ce matin, quand vous contactez votre prospect avant le call, mettez de l'énergie. Et déjà, moi je dis à mes closers, ne contactez pas votre prospect avant le call, contactez-le le plus vite possible à partir du moment où il a booké le call. Parce qu'en fait, le prospect, il a besoin de sentir, pour qu'il ait envie de venir en call et qu'il se dise qu'il ne va pas louper une opportunité ou quoi que ce soit, il faut qu'il se dise qu'il ne va pas aller avec une personne chiante, parce qu'il faut bien se rendre compte, c'est des gens, ils prennent un rendez-vous, ils le prennent peut-être parfois 4 jours à l'avance, et puis le jour J de l'appel, ils vont se dire putain, j'ai mieux à faire, je vais parler à un mec, je ne sais pas ce qu'il a à me dire, c'est un lien Google Meet, c'est hyper corporate, j'ai pas envie. En fait, il faut détendre les gens. Pour que le setting soit efficace, il faut faire en sorte que la personne puisse écouter votre énergie et ressentir votre énergie avant d'arriver en appel.
Bon, là, je parle d'un prospect qui a déjà pris un rendez-vous, mais c'est pareil pour faire du setting d'un prospect à froid, à tiède, on s'en fout. Mais il faut que si on veut une réaction de la personne et si on veut qu'elle soit réceptive, déjà une réaction, mais si on veut qu'elle soit réceptive, il faut montrer qu'on est quelqu'un de sympathique, de cool, d'authentique c'est un petit peu et qu'on met de l'énergie. C'est pour ça que je recommande souvent les audios. Et pas non plus 50 audios de 1 minute, attention. Ouais. Voilà. Mais un petit audio avec un petit message pour que directement la personne, elle se dise ah ouais, cette personne, elle est trop cool. Et du coup, elle va te répondre. On crée un petit lien. Donc vraiment, un bon setting, c'est créer un lien de confiance, montrer de l'énergie et montrer qu'on est quelqu'un de sympathique. Et c'est ce que je fais tout le temps. C'est ce que je fais avec mes équipes. C'est ce que je fais à travers mon contenu sur les réseaux. Et c'est ce qu'il faut faire dans tous les cas, tout le temps. Voilà. Ok. Je ne sais pas si t'attendais ça comme réponse. Ah non, mais franchement, c'est très bien et je suis en phase avec ce que tu dis à 100%. Mais ok, ça marche. Concernant, par exemple, le setting par message, on va voir si tu vas confirmer ce que je dis. Je pense qu'il faut le setting, tu vois. Par exemple, contrairement au closing, le closing ne dépend pas du volume, ça dépend aussi des compétences avant tout. Tu peux avoir 15 000 appels de vente si tu n'es pas bon, si tu ne connais pas ton avatar, si tu ne sais pas traiter les objections, si tu ne fais pas si tu n'as pas un bon diagnostic de fait, parce que la vente se passe avant même le traitement des objections. C'est tout ce qu'il y a avant en réalité. Ça dépend du volume. Enfin, ça ne dépend pas du volume. Je pense qu'à contrario, le setting, par contre, fonctionne avec du volume. Est-ce que déjà tu es en accord avec ça? Et pour toi, quelqu'un qui commence, qui se lance, tu vois, qui fait de la création de contenu et qui veut du coup le coupler avec du setting, parce que je pense qu'encore une fois, c'est des systèmes d'acquisition qui sont complémentaires, il ne faut pas faire soit l'un ou soit l'autre. Qu'est-ce que tu suggères à quelqu'un qui veut faire, je sais pas, 10 000 euros par mois, 15 000 euros par mois? Combien de volume, combien il doit envoyer de messages de ce côté-là? Alors moi, d'ailleurs, j'ai conseillé quelqu'un dans mon entourage ici il n'y a pas longtemps qui a lancé son offre. Je lui ai justement conseillé à ce niveau-là. C'est sûr que quelqu'un qui se lance, qui fait du contenu et qui commence et qui doit aller prospecter pour faire ses premiers clients, moi déjà, on en revient à ce qu'on disait au début du podcast, avant de créer quoi que ce soit, la seule chose que tu as à faire sur ta journée, c'est aller chercher des leads, c'est aller les démarcher. Donc la seule chose qui doit te passer par la tête avant de faire un beau logo, c'est tu prends ton Instagram, tu prends tout ce que tu peux, Facebook, tes amis, tes copains, tous tes numéros dans ton tel, tout ce que tu veux et tu vas tabasser tout le monde. Et en fait, on s'en fout sur quoi tu le fais. Moi, par exemple, quand j'étais broke à l'époque, j'ai pris ma liste d'amis Facebook, j'avais que ça, j'avais pas Instagram. J'ai contacté tout le monde, j'ai pris tous mes numéros, j'ai appelé tout le monde, j'ai fait tout le monde. Et en fait, il n'y a pas de limite. La seule tâche que devrait faire un débutant, et notamment pour arriver aux 10 000 euros par mois, parce qu'il pourrait très vite arriver aux 10 000 euros par mois, quelqu'un qui lance son offre, c'est plus ou moins du high ticket, il ne va pas vendre des trucs à 100 balles, il peut très vite atteindre 10 000 euros par mois. La seule chose dont il doit faire, sur quoi il doit focus au début, c'est d'aller tabasser sans limite, c'est la seule tâche de sa journée qu'il devrait faire. Et bien sûr, il y a de la masse, mais il doit toujours garder à l'esprit aussi d'avoir ce truc de les gens, ils reçoivent des messages. Les gens qu'il va contacter, ils reçoivent peut-être plein de messages tous les jours. Ça dépend qui va contacter, mais les gens, ils en voient passer des gens, ils reçoivent beaucoup de messages. Donc il faut toujours aussi se démarquer, donner envie, donner de l'énergie. Et là, j'en reviens au point que je disais, et avoir une approche un peu différente des autres. Si on se dit encore j'ai la flemme de lire ton message. Moi, un mec qui vient me démarcher et qui me dit oui, ça t'intéresserait, tu vois tout de suite que c'est de la vente, etc. C'est des conneries. Donc du coup, il faut se démarcher, faire des petits audios, faire des looms, s'intéresser à la personne et juste se demander tiens, si j'étais cette personne, est-ce que j'ouvrirais le message? Est-ce que j'aurais envie qu'on me lise? Parce que ce message-là, j'en reçois 10 par jour. Donc tabasser, assurer quand même l'authenticité et l'énergie derrière et il n'y a pas de limite. Donc si tu me parles en termes de volume, c'est uniquement sur ça que la personne devrait se focus. Générer des calls. Il doit générer des calls. Ouais, carrément. C'est vrai que souvent, et ça c'est le syndrome, et tu sais, je pense que ça nous arrive, de toute façon ça arrive à n'importe quel niveau, j'aime bien dire, c'est tout le temps tu as une ligne, et cette ligne à chaque fois, tu t'en éloignes, tu reviens sur cette ligne, sur les actions que tu dois focus, mais tu sais, on veut tout le temps, à chaque fois, connaître les techniques du niveau 300, alors qu'en réalité, si tu voudrais scaler ton activité, faire un maximum de chiffre d'affaires, tu devrais te concentrer sur les premiers niveaux, maîtriser les bases en fait. Parce qu'en réalité, c'est juste
des petites améliorations. Donc bien sûr, à un certain niveau, c'est important de venir améliorer les petites choses, etc. Mais on veut tout de suite passer au niveau 300 alors que tu devrais te concentrer sur maîtriser les 10 premiers niveaux sur le bout des doigts. Et te concentrer et te focus sur les actions qui payent en réalité. On veut tout le temps faire les petites choses. C'est sûr, c'est plus stylé, c'est plus stimulant. Aujourd'hui, tu dois te concentrer sur les choses pas que tu as envie de faire, mais que tu dois faire à contrario. Donc, elle est là la différence. Je suis assez d'accord avec toi. Je ne sais pas si tu écoutes Kevin Trudeau, parce que j'ai l'impression que ça vient de Kevin Trudeau. Je les ai écoutés, alors ça fait longtemps que je ne les ai pas écoutés, mais je les avais écoutés, c'est chez Léon. C'est maîtriser les bases. Et c'est pareil dans tout, hein. Quand je reprends un appel de closing, moi je te dis, quand j'ai un nouveau closer, j'analyse ses calls, il me dit j'aurais pu m'améliorer sur la présentation de l'offre, sur les objections, et moi parfois en fait, tant qu'il n'a pas compris comment avoir une belle luminosité, avoir une belle énergie dès qu'il arrive dans le call, moi je vais lui dire 10 fois la même chose avant de lui expliquer comment contrer une objection, parce qu'on s'en fout de comment tu vas contrer l'objection si tu n'as même pas encore compris comment être en énergie, comment avoir une belle forme, comment être beau en caméra et comment dans les 3 premières secondes tu arrives en call et faire en sorte que le prospect se dise putain je suis avec la bonne personne. Moi tant que tu n'as pas compris ça, la base, on va pas plus loin, c'est pareil dans tout du coup. Et si on reprend le point que tu viens de dire, voilà, maîtriser la base avant d'aller faire des trucs, ça sert à rien en fait. Carrément. Souvent les gens, ils veulent aller, en fait ils veulent développer des choses. Et tu sais, on parlait du fait de faire plein de business, etc. Il y en a au sein même de leur propre entreprise, ils veulent lancer des stratégies, faire de nouveaux trucs. Tiens, on va tester les webinaires, on va faire ça. Alors qu'ils ne maîtrisent même pas les bases, tu vois. Moi, à l'heure actuelle, on m'a proposé tellement de trucs, de faire des webinaires, de faire des... On m'a proposé des trucs, des trucs. Et en fait, quand j'aurai maîtrisé la base, on verra après ce que je peux faire, tu vois. Je me fais pas FOMO et tout. Très bon raisonnement. Les gens n'ont pas compris que quand tu as maîtrisé le simple truc de base, tu peux déjà faire beaucoup d'argent. Et puis c'est pareil, en vrai, toutes les techniques fonctionnent. Ça, c'est pareil, on cherche toujours le truc, le Saint Graal, etc. Si tu regardes, en fait, d'année en année, ça c'est comme la mode, en fait. Chaque système d'acquisition revient à la mode. En ce moment, c'est les 5-day challenge. Il y a un moment, il y a le low ticket to high ticket qui revient un petit peu, alors que ça, c'est des trucs qui étaient démocratisés à l'époque par Russell Brunson il y a 10 ans, tu vois. Donc, c'est toujours un cycle, tout fonctionne. Ça dépend par contre, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui correspond le plus à ton activité. Et puis après, te focus sur l'améliorer. Aujourd'hui, tout fonctionne. Les webinaires, les 5-day challenge, les funnels VSL, l'organique, les ads, tout fonctionne. C'est exactement. Les amis, petit message pour vous dire et pour s'excuser de ce petit problème technique. Malheureusement, quand le podcast est arrivé à son terme, il ne s'est pas téléchargé dans son intégralité. Et donc, il manque 10 minutes de ce podcast que malheureusement, on ne peut pas récupérer. Donc, écoutez, on fait avec les moyens du bord. On trouve toujours des solutions. Donc, en tout cas, ce que je vous invite à faire si vous avez kiffé Brian, première chose, c'est d'aller le retrouver directement dans la description de cette vidéo. On mettra son Instagram, on mettra ces différents liens où vous pouvez le retrouver. Et puis, n'hésitez pas également à nous dire si vous voulez qu'on fasse un deuxième épisode avec Brian. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé quand même l'épisode. Et puis, ça sera, on va dire, l'excuse ou l'opportunité de pouvoir potentiellement refaire un deuxième épisode. En tout cas, on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode du Scale Podcast. À bientôt les amis.